Je sentis le goût du sang dans ma bouche avant même d'ouvrir les yeux. Pas le mien, non, celui de la trahison, âcre et métallique, comme si les murs de la scène elle-même s'étaient refermés sur ma gorge. J'étais mort, assassiné dans l'ombre d'un entrepôt abandonné près de la Bastille, une balle logée dans la tempe par la main de celui que j'appelais frère, tandis que ma femme, Élise, riait doucement derrière lui, son parfum de jasmin flottant encore dans l'air vicié. Et pourtant, je respirais. Mon cœur battait avec une violence qui n'était pas la mienne, ou du moins pas celle de l'homme brisé que j'avais été. Les lumières tamisées de l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli clignotaient au-dessus de moi, et je reconnus le plafond fissuré, les rideaux de velours usés. C'était le matin de notre mariage, il y a 5 ans, avant que le poison ne se répande dans nos veines communes. La rage me submergea comme une vague de la Manche en tempête, j'allais les détruire, un par un, avec la précision d'un scalpel chirurgical, et Paris serait le théâtre de leur chute. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'avait vu naître et périr une fois. Fils d'un modeste libraire du Marais, j'avais gravi les échelons de la finance avec une ambition féroce, bâtissant un empire sur les marchés boursiers de la Bourse de Paris. Alexandre Duval, c'était moi, le Golden Boy des années 2020, avec mes costumes sur mesure d'Hermès et mes dîners au Fouquet's. Élise, ma fiancée ce jour-là, était une actrice en herbe, aux yeux d'azur et aux lèvres qui promettaient l'extase éternelle. Et Laurent, mon meilleur ami depuis l'école polytechnique, le génie de l'informatique qui codait des algorithmes pour devancer les cracks. Mais je savais maintenant ce qu'il cachait. La trahison n'avait pas été un coup de tête, c'était un plan ourdi depuis des mois. Élise, enceinte de Laurent, m'avait empoisonné l'esprit avec ses murmures de jalousie feinte, me poussant à signer des contrats frauduleux pour notre fonds d'investissement. Laurent avait manipulé les données, falsifiant des rapports pour me faire porter le chapeau d'un scandale financier qui avait ruiné des milliers de petits porteurs. Et quand les enquêteurs de la brigade financière avaient fermé le cercle, ils m'avaient livré, ligoté, dans cet entrepôt puant l'humidité et la peur. Pour le bien de l'enfant, avait susurré Élise en essuyant le canon de larmes. L'enfant ou le mien, ou du moins ce que j'avais cru. Ma résurrection n'était pas un miracle divin, c'était une seconde chance, un glitch dans le tissu du destin, peut-être un effet secondaire de ces pilules expérimentales que j'avais avalées en prison pour oublier. Peu importait. J'ouvris les yeux sur le miroir de la salle de bain, et le reflet me renvoya un homme de 28 ans, pas le cadavre de 33. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse de fureur contenue. Le mariage eut lieu comme prévu, sous un ciel de plomb au-dessus de Notre-Dame restaurée. Élise rayonnait dans sa robe de chantilly, Laurent porta les alliances avec un sourire complice. Je prononçai mes vœux d'une voix rauque, les yeux rivés sur les leurs, gravant dans ma mémoire chaque mensonge. Dans la richesse et dans la pauvreté, dis-je, et intérieurement, je jurai, dans la richesse que je vous arracherai, et dans la pauvreté que je vous infligerai. Les premiers mois furent un jeu d'ombre. Je jouai mon rôle à la perfection, l'époux attentionné, l'ami loyal. Nous dînions chez l'ami Louis, où les steaks frites coûtaient une fortune, et je riais de leurs blagues, tout en écoutant les silences. Élise parlait de son audition pour un rôle dans un film de Luc Besson, Laurent vantait son nouveau projet d'IA pour prédire les fluctuations du CAC 40. Je hochais la tête, mais mon esprit cartographiait déjà les fissures. Le secret qu'ils enterraient était plus sombre que je ne l'avais cru dans ma vie précédente. Lors de notre lune de miel à Nice, j'avais découvert trop tard que Laurent n'était pas seulement son amant, il était le fils illégitime d'un magnate de l'industrie pharmaceutique, impliqué dans un cartel qui testait des drogues illégales sur des SDF parisiens. Élise, issue d'une famille ruinée par la crise de 2008, avait été son informatrice, vendant des données sur mes clients vulnérables. Moi, j'avais ganté leurs crimes en investissant aveuglément dans leurs startups philanthropiques. Le scandale financier n'était que la cerise sur un gâteau empoisonné, des morts, des vies brisées, et mon nom sali pour couvrir leurs traces. Cette fois, je ne serais pas l'idiot. Dès la première semaine de mariage, je contactai discrètement un hacker freelance du dark web, un Algérien exilé nommé Karim, que j'avais croisé dans ma vie antérieure en cherchant des preuves vaines. Fouillez tout, lui dis-je par un appel crypté depuis un café anonyme de Belleville. Banque, mais, caméra de surveillance. Et surtout, les hôpitaux de la région PACA. Les résultats arrivèrent comme une averse d'octobre, des transferts d'argent occultes vers des comptes offshore au Caïmans, des enregistrements audio où Élise riait de notre petit secret avec Laurent, et pire des rapports médicaux falsifiés indiquant que l'enfant qu'elle portait était le sien, mais qu'elle avait simulé une fausse couche pour me manipuler émotionnellement. Mais le clou, une liste de sujets d'essai pour les drogues de Laurent, incluant le nom de mon propre père, mort d'une overdose accidentelle 2 ans plus tôt.
Il l'avait tué pour tester un prototype, et moi, j'avais payé l'enterrement sans un mot. La rage me consumait, mais je la canalisais en un plan froid, chirurgical. Ma première décision controversée vint vite, saboter subtilement le projet d'IA de Laurent. À travers Karim, j'injectais un verre dans son code, un malware qui inverserait les prédictions boursières lors d'un trade crucial. Ce n'était pas du meurtre pas encore, mais cela ruinerait sa réputation avant même que le scandale n'éclate. Était-ce moral? Non. Était-ce justice? Pour moi, oui. Paris, avec ses lois laxistes sur la cybercriminalité, me protégeait tant que je restais dans l'ombre. Élise sentit le vent tourner la première. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier, où les lustres de cristal scintillaient comme des diamants de sang, elle glissa sa main dans la mienne et murmura « Alex, tu es distant ces temps-ci. » L'enfant. Il nous unit, n'est-ce pas? Je souris, serrant sa main jusqu'à ce qu'elle grimace. Bien sûr, ma chérie. Rien ne nous sépare. Mais intérieurement, je comptais les jours jusqu'au twist que je préparais. J'avais racheté en sous-main les parts minoritaires de leur cartel pharmaceutique, via une société écran nommée Phoenix Renaissance, un clin d'œil à ma seconde vie. Les actionnaires, des aristocrates décadents du 16e arrondissement, mordirent à l'hameçon, avides de rendements rapides. Bientôt, je contrôlerai les cordons de la bourse. Le point de non-retour arriva un soir de novembre, sous une pluie battante qui transformait les boulevards Haussmann en rivière de reflets néons. Laurent m'invita à une réunion d'affaires dans son loft de Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur éclaboussé de lumière. Élise était là, en robe rouge sang, un verre de champagne à la main. À notre avenir, porta-t-il toast, ignorant que j'avais déjà vu cette scène dans ma mort. Je bus, mais mon verre était drogué cette fois par mes soins, un sédatif léger pour les faire parler. Sous l'effet, les masques tombèrent. Alex est si naïf, ricana Laurent, caressant le ventre d'Élise. Bientôt, le fond sera à nous, et lui. Un bouc émissaire parfait. Elle acquiesça, les yeux vitreux, il mérite ce qu'il attend. Pour mon père, qui l'a ruiné avec ses mauvais conseils. Mensonge. Son père s'était suicidé après avoir détourné des fonds de mon cabinet, un détail qu'ils avaient effacé de l'histoire. Mais ce soir-là, je l'ai confronté. Pas avec des cris, non, avec une vidéo projetée sur le mur blanc de leur salon, compilée par Karim, leurs amours coupables, les transferts, la liste des victimes. Joli spectacle, non, dis-je, la voix calme comme la scène au crépuscule. La panique les saisit. Laurent bondit vers son ordinateur, mais le malware s'activa, sirène virtuelle hurlant un crack imminent. Les marchés plongèrent en direct, effaçant des millions. Élise hurla, s'effondrant à genoux, comment? C'est impossible. Je m'agenouillai près d'elle, effleurant sa joue. Rien n'est impossible quand on renaît des cendres. La police arriva à l'aube, alertée anonymement par un témoin. La brigade financière, que j'avais arrosée discrètement, trouva les preuves plantées avec soin, disques durs clonés, mais forgés pointant vers eux. Laurent fut menotté en pleurs, hurlant mon nom comme une malédiction. Élise, pâle comme un fantôme de la comédie française, implora, l'enfant, Alex. Pense à l'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. J'avais saboté sa pilule contraceptive des mois plus tôt, un acte que je regrettais à peine. Décision controversée? Absolument. Mais dans le tourbillon de la vengeance, la morale est la première victime. Les mois suivants furent un ballet macabre. Leur procès fit les gros titres du Figaro, le scandale Phoenix, trahison au sommet de la finance parisienne. Laurent écopa de 20 ans à la santé, brisé, son empire d'IA réduit en poussière. Élise, enceinte pour de vrai cette fois d'un amant de prison qu'elle n'avait pas choisi, fut condamnée pour complicité, son rêve d'actrice enterré sous les flashs des paparazzi. Moi? J'émergeai plus fort, rachetant leurs actifs à prix d'or, transformant le cartel en une fondation légitime pour les victimes de drogue. Paris me vit renaître, Alexandre Duval, le philanthrope, invitant les orphelins du Marais à des galas au Louvre. Mais la nuit, seul dans mon appartement surplombant les toits incés, je revivais la balle, le rire, le sang. Le twist vint comme un coup près, une lettre anonyme, glissée sous ma porte un matin de printemps. Tu crois avoir gagné? Regarde ton propre sang. À l'intérieur, un test ADN, l'enfant qu'Élise portait n'était pas de Laurent. C'était le mien. Elle l'avait su, gardé secret pour me lier à elle dans la chute. BKCH ou Happy End? Les deux.
Je visitai Élise en prison, à Fleury-Mérogis, sous un ciel gris de banlieue. Elle pleura, supplia pour le pardon. Je lui tendis la main, viens, on recommence. Pour lui. Laurent pourrirait seul, nous élèverions notre fils à Bordeaux, loin des ombres de Paris. Mais en sortant, je jetai le test dans la Seine. La vengeance n'était pas finie. Elle coulait dans mes veines, éternelle comme la ville des lumières éteintes. Les eaux de la Seine charriaient mes secrets comme des feuilles mortes d'automne, tourbillonnant autour des péniches amarrées près du pont des Arts. J'avais jeté le test ADN ce matin-là, après la visite à Élise, et avec lui, une partie de l'homme que j'avais été ou que j'aurais pu être. Pardon ? Une illusion pour apaiser les fantômes. En réalité, mon plan se resserrait comme un garrot autour de leurs gorges invisibles. De retour à mon bureau dans la tour Franklin, au cœur du quartier d'affaires de la Défense, je convoquai Karim. Le hacker, avec son accent chantant et ses tatouages de runes berbères, s'installa face à moi, un laptop fumant entre nous. « Patron, t'as l'air d'un loup qui a flairé le sang frais », dit-il en allumant une gauloise malgré l'interdiction. Je souris, sombrement. Pas frais. Vieux. Fouille plus profond sur le père d'Élise. Et sur le mien. Les heures s'étirèrent en un labyrinthe de données. Paris, ville des lumières numériques autant que des boulevards haussmanniens, offrait un terrain fertile pour les fouineurs comme nous. Karim déterra d'abord le passé d'Élise, son père, Henri Moreau, n'était pas le banquier respectable qu'elle pleurait dans les dîners. Non, un escroc des années 90, impliqué dans l'affaire du Crédit Lyonnais, qui avait fui en Espagne avant de se pendre dans une villa de la Costa Brava. Mais le lien ? Henri avait travaillé pour le cartel de Laurent avant même sa naissance, un réseau de blanchiment via des galeries d'art du Marais, où mes propres investissements familiers avaient été aspirés comme dans un tourbillon. Puis, le coup de poignard, mon père, le libraire du Marais. Pas une overdose accidentelle, mais un empoisonnement délibéré, testé sur lui comme sur un rat de laboratoire. Les rapports médicaux, scannés illégalement des archives de l'hôpital Saint-Louis, montraient des traces de la même molécule que celle qui avait failli me tuer en prison. Signé, un pseudonyme, elle est Duval Laurent, qui avait pris mon nom comme un masque. La fureur remonta, acide, me brûlant la gorge. J'avais ganté leurs crimes par ignorance, maintenant, je les endosserais par choix. Ma seconde décision controversée, infiltrer le cartel restant. Pas en le détruisant frontalement trop prévisible, trop propre. Non, en le retournant de l'intérieur, comme un virus dans un corps sain. Je créai un alias, Victor Noir, un hommage ironique au journaliste fusillé en 1870 pour un article trop osé. Avec un faux passeport fabriqué par Karim et un lifting discret chez un chirurgien de l'avenue Montaigne, je me glissai dans les cercles souterrains. Les nuits parisiennes se muaient en un carnaval de vices, dîners clandestins dans des caves voûtées sous le Louvre, où des Russes expatriés et des politiciens du Palais Bourbon négociaient des flacons de pilules promettant l'immortalité ou la mort rapide. Là, je rencontrai les marionnettistes, une veuve nommée Madame Duval, ironique, non, une septuagénaire aux bijoux Cartier et aux yeux de serpent, qui tirait les ficelles depuis son hôtel particulier du 7e arrondissement. Elle était la mère de Laurent, la vraie architecte du cartel, ayant hérité de l'empire pharmaceutique de son mari, un collaborateur occulté de Vichy. Les Duval survivent toujours, me dit-elle un soir, en sirotant un cognac Louis XIII. Et toi, Victor, tu as l'air d'un survivant. Je jouais le jeu, investissant des fonds fictifs, gagnant sa confiance avec des ragots sur les marchés noirs de Marseille. Mais chaque mot était une mine, chaque sourire un piège. Bientôt, elle me confia un petit service, éliminer un rival, un procureur de Nanterre trop curieux. Décision fatidique, j'acceptai. Pas pour tuer, je droguai son verre lors d'une rencontre feinte à l'aéroport d'Orly, simulant un accident de voiture. Le procureur survécut, amnésique, Madame Duval me récompensa d'un accès à ses coffres. Entre-temps, Élise sortait de prison sous caution, un arrangement que j'avais huilé avec mes avocats de chez Gide Loirette Nouel. Elle m'appela, voix brisée par les larmes, « Alex, je suis désolé. Laisse-moi rentrer. » Pour nous. Je l'accueillis au loft de Montmartre, reconquis aux enchères. Ce soir-là, nous fîmes l'amour comme des damnés, ses ongles griffant mon dos comme pour y ancrer sa rédemption. Mais au creux de la nuit, alors qu'elle dormait, je fouillai son téléphone, des messages codés à Madame Duval. Il sait pour l'enfant. Joue le jeu. Le twist s'épaississait. Élise n'était pas une victime, elle était l'appât, placée par la vieille Duval pour me surveiller dès le début. Notre mariage ?
Un piège tendu il y a des années, quand Laurent m'avait approché à Polytechnique. La fausse couche, les amours tout orchestrés pour me lier, me briser. La tension montait, palpable comme l'ozone avant l'orage. Paris, sous son manteau de brume hivernale, devenait un échiquier géant. Je confrontais Élise au petit matin, dans la cuisine où les croissants refroidissaient. Tu es à elle, n'est-ce pas? À la mère de Laurent. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se durcirent. Et toi? Tu n'es plus l'Alex que j'aimais. Tu es un monstre revenu des enfers. Vérité cruelle. Nous nous disputâmes, vers brisé, accusations volantes. Elle avoua, la vieille Duval l'avait recrutée adolescente, promettant la gloire hollywoodienne en échange de services. Notre enfant était réel, congelé en FIV dans une clinique de Lyon, une arme de chantage ultime. Je la laissai partir, mais pas sans un traceur dans son sac. Ma vengeance virait au drame personnel, sauver l'enfant, ou le détruire avec eux. Une décision qui me entrait, controversée jusqu'à l'os, car elle impliquait de négocier avec le diable en Chanel. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Madame Duval m'invita à une soirée privée au château de Versailles louée pour l'occasion par des oligarques. Là, sous les fresques de Louis XIV, elle proposa une alliance, rejoins-nous, Victor. Alexandre Duval est mort, toi, tu peux renaître en nos rangs. Je feignis l'hésitation, mais Karim, depuis un van garé près des grilles, piratait déjà leur serveur. Le hack révéla l'horreur finale, le cartel n'était pas qu'un business, c'était un culte, des expériences sur des élus pour créer un sérum d'immortalité, financé par des vies volées. Mon père en avait été la première victime réussie au suicide, un test pour effacer la mémoire. Et moi, en prison, j'avais été leur cobaye involontaire, la pilule qui m'avait ressuscité un prototype volé. Le climax approchait. J'orchestrais une fuite, des documents vers le monde, anonymes mais irréfutables. Les flics bouclèrent Versailles au milieu de la nuit, hélicos survolant les jardins comme des vautours. Madame Duval fut arrêtée en robe de bal, hurlant des malédictions shakespeariennes. Laurent, depuis sa cellule, apprit la chute par la radio de la prison. Élise? Elle se suicida ce soir-là, pilules avalées dans un hôtel de Pigalle, laissant une note, pardonne-moi, mon amour. L'enfant est à toi. Mais il n'y avait pas d'enfant, un mensonge de plus, révélé par les autopsies des cliniques. Je restais seul, victorieux mais creux, marchant les quais de la Seine où j'avais jeté mes illusions. La vengeance avait été douce, amère, et finalement, vide. Paris continuait, indifférente, ses lumières dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Le suicide d'Élise fit la une des tabloïds, un scandale juteux pour ses feuilles à sensations qui pullulaient autour des kiosques des Champs-Élysées. Tragédie d'une étoile déchue, l'actrice Élise Moreau se donne la mort après le krach Duval. Je lus l'article dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés, un café noir amer à la main, entouré d'étudiants qui débattaient de Sartre comme si le monde n'était qu'un existentialisme abstrait. Pour moi, c'était du concret, du sang sur mes mains, même si indirect. Karim m'avait prévenu, patron, t'as ouvert la boîte de Pandore. La vieille Duval va riposter depuis sa cellule. Il avait raison. Les jours suivants, des ombres me suivirent, des voitures anonymes aux plaques belges garées trop longtemps rue de Rivoli, des appels muets sur mon burner phone. Paris, ma forteresse, se muait en labyrinthe hostile, ses ruelles étroites comme des veines gonflées de poison. Je décidai de frapper le premier. Ma troisième décision controversée, la plus sombre à ce jour, fut de libérer Laurent. Pas par pitié, mais par calcul. À travers un pot de vin à un gardien de la santé, 50 000 € en bitcoin, transférés via Karim, je facilitai son évasion lors d'une promenade. Il s'enfuit vers le nord, vers les docks de Le Havre, où un bateau l'attendait pour l'Angleterre. Mais le bateau était à moi, un yacht affrété sous faux nom, piégé d'explosifs télécommandés. Pourquoi? Pour le faire parler. Capturé à bord par mes mercenaires d'anciens paras recrutés dans les bars de Barbès, Laurent se réveilla menotté dans une cabane isolée des Ardennes françaises, loin des regards de la gendarmerie. La pluie martelait le toit de tôle, un rythme funèbre. Alex. Comment, balbutia-t-il, les yeux injectés de peur, sa barbe de 3 jours le rendant pathétique. Je m'assis en face, un verre de Calvados à la main, l'alcool normand pour adoucir la confession. La résurrection, Laurent. Tu m'as tué, le destin t'a rendu l'appareil. Il rit, un son cassé. Tu crois que c'était personnel? C'était business. Mère voulait l'empire, Élise, la gloire.
Toi, tu étais collatéral. Les heures s'écoulèrent en aveux arrachés, le culte n'était pas qu'un délire, c'était un réseau mondial, financé par des dons d'aristocrates en quête d'élixir. Mon père avait été choisi parce qu'il avait découvert des lettres de la Seconde Guerre, cachées dans ses livres rares preuves que le grand-père de Laurent avait expérimenté sur des prisonniers juifs, précurseurs des pilules modernes. Il l'avait silenced pour protéger l'héritage. Et le twist personnel, ma résurrection n'était pas un accident. En prison, Laurent m'avait fait administrer le sérum, un test final pour voir si un traître pouvait renaître loyal. J'avais survécu par miracle, mais le glitch m'avait renvoyé 5 ans en arrière, effaçant les barrières du temps. Libère-moi, et je te joins, implora-t-il finalement, brisé. Je souris, déclenchant le traceur dans sa montre. Les gendarmes, alertés, bouclèrent le périmètre en hélico. Laurent fut repris, cette fois pour meurtre aggravé au le mien, prouvé par une balle extraite de mon cadavre cloné en labo par Karim. De retour à Paris, la tension culmina lors d'une audience préliminaire au palais de justice. Madame Duval, en chaise roulante pour l'occasion théâtrale, me foudroya du regard depuis le box des accusés. « Vous êtes un fantôme, monsieur Duval », siffla-t-elle lors d'une pause. Les fantômes ne gagnent pas. Ses avocats, des requins de chez Darois-Villy, déposèrent une motion, mon alibi temporel, insinuée comme folie. La presse s'emballa, le syndrome de Capgras financier, Alexandre Duval, victime d'une illusion. Des psys de la Pitié-Salpêtrière furent cités, disséquant mon délire de réincarnation. Paris, gourmande de drame, me transforma en paria. Les investisseurs fuyaient mon fonds, les amis d'antan, comme ces banquiers du Jockey Club, me snobaient au dîner. Pourtant, je tins bon. Avec Karim, nous contre-attaquâmes, un leak massif sur X, l'ancien Twitter, rebaptisé pour les élites, des threads viraux exposant les liens nazis du cartel. Duval Résurrection devint trending, avec des mèmes de moi en zombie haussmannien. Les manifestants bloquèrent la place de la Concorde, réclamant justice pour les victimes. Le climax personnel survint une nuit d'insomnie, dans mon appartement. Une enveloppe glissa sous la porte, une photo de moi, enfant, avec mon père, annotée d'une phrase en latin, ex imbri in veritatem des ombres à la vérité. Dedans, un flacon du sérum, avec une note de Madame Duval, prends-le. Rejoins-nous vraiment. Tenté? Oui. La curiosité, ce vice français, me rongeait. Était-ce la clé pour une vie sans douleur? Ou la fin? Je brisai le flacon dans l'évier, regardant le liquide violet s'écouler comme du vin empoisonné. Décision finale, détruire le labo Source, près de Lyon. L'assaut fut un opéra sanglant. Avec une équipe de hackers et d'ex-flics, nous infiltrâmes la clinique souterraine sous prétexte d'inspection. Les gardes, corrompus, tombèrent sans un cri au gaz soporifique, pas de balles, mais la ligne morale s'effritait. Au cœur, les cuves bourdonnaient, des corps en stase flottant comme des ophlis modernes. Madame Duval nous y attendait, via hologramme depuis sa cellule, tu ne peux pas arrêter l'inévitable, mon garçon. Nous sommes immortels. J'activai le virus de Karim, les systèmes s'effondrèrent, cuves vidées, données effacées. L'explosion contrôlée, un accident technique rasa le site, sans victime. La vieille fut condamnée à perpétuité, son empire en cendres. Laurent, son fils, se pendit en cellule, laissant une lettre, père et fils, unis dans la chute. Seul survivant, je marchais les Tuileries, feuilles mortes craquant sous mes pas. La vengeance m'avait rendu la vie, mais à quel prix? Paris bruissait de rumeurs, un nouveau Duval émergeait, philanthrope ou démon? L'hiver 2025 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les fontaines de la place Vendôme en sculptures éphémères de glace. Les procès s'enchaînaient comme des actes d'une tragédie racinienne, Madame Duval hurlant ses innocences depuis le tribunal, Laurent déjà un souvenir spectral. Moi, Alexandre Duval, j'étais le narrateur invisible, tirant les ficelles depuis l'ombre de mon bureau à la Défense, où les tours devaient refléter un ciel perpétuellement bas. Mais les fantômes ne dorment pas. Karim, mon cerbère numérique, m'alerte un matin, patron, on a une fuite. Quelqu'un fouille ton passé au pas le faux, le vrai. Tes années à Polytechnique. Je vérifiais, des queries sur des forums obscurs, traquant l'accident de ma mère, morte dans un crash routier quand j'avais 10 ans. Officiellement, ivresse au volant. Mais maintenant, avec mes ressources, je déterrais la vérité, sabotage des freins, commandité par le père de Laurent pour un litige commercial avec mon grand-père libraire. La boucle se resserrait.
Ma vengeance n'était plus personnelle, c'était une purge généalogique, un cycle de sang traversant les générations comme la grippe espagnole de 1918. Décision controversée numéro 4, exhumer les corps. Pas littéralement ou du moins, pas encore mais leur secret. J'embauchais une équipe d'archéologues légaux, sous couvert d'une fondation patrimoniale, pour fouiller les archives de la préfecture de police, ces catacombes administratives du 5e arrondissement. Les découvertes affluèrent comme un torrent de la Loire en crue. Lettre jaunie révélant que mon grand-père avait été un résistant, volant des documents nazis au père de Madame Duval, les mêmes expériences qui avaient enfanté le sérum. Ma mère? Une espionne amateur, tuée pour la faire taire. Et moi, l'héritier inconscient, attiré dans le piège par le destin ou par une malédiction familiale. Paris, avec ses musées et ses mémoriaux, devint mon allié. J'organisai une expo au musée de l'Homme, les ombres oubliées de la pharmacie française, exposant les horreurs du cartel sous vitrine sécurisée. Les critiques du monde le saluèrent comme un coup de maître, les survivants, comme une catharsis. Mais Madame Duval, depuis Fresnes, lança un contre-offensive, un livre-fleuve, Mémoire d'une immortelle, dicté à une ghostwriter, accusant le fantôme Duval de fabulation paranoïaque. Le public se divisa. Sur les terrasses de café le long de la rue de Bussy, on débattait, héros ou psychopathe? Des pétitions circulèrent pour rouvrir mon affaire, celle de ma mort fictive. La tension grimpa quand un tabloïd publia une photo truquée, moi, en 2020, buvant avec Laurent, Légendé et les amis avant la trahison. Karim traqua la source, un flic corrompu, payé par les restes du cartel. Le climax intermédiaire éclata lors d'une réception au Quai d'Orsay, où j'étais invité comme mécène. Les lustres de baccarat scintillaient, les diplomates sirotaient du chablis. Soudain, un homme en smoking s'approcha, Raoul, le frère cadet de Laurent, un fantôme que je n'avais pas anticipé. « Mon frère est mort par ta faute », murmura-t-il, un couteau dissimulé dans sa serviette. La lame effleura mon cou avant que la sécurité ne l'immobilise. Interrogatoire discret dans une antichambre, Raoul avoua être le gardien du sérum ultime, caché dans un bunker sous Montparnasse. Twist, il n'était pas vengeur, il était repentant, voulant détruire l'héritage. Mère nous a tous empoisonnés, dit-il. Ensemble, nous planifiâmes l'assaut final, une alliance improbable, forgée dans le sang partagé. La nuit de l'opération fut un opéra wagnérien. Sous les catacombes, éclairés par des lampes LED vacillantes, nous descendîmes, moi, Raoul, Karim et 2 ex-militaires. Les os des anciens Parisiens semblaient nous juger, crâne béant dans l'obscurité. Le bunker, un labyrinthe de béton armé, grouillait de gardes des mercenaires serbes, tatoués de loups. La fusillade fut brève, brutale, balles sifflant comme des serpents, échos se répercutant dans les tunnels. Un homme tomba, un autre hurla. Raoul prit une balle dans l'épaule, je le traînai, le sérum en vue, un cristal bleu pulsant dans une vitrine. Détruis-le, Alta-Teil. Je smashai la vitre, versant l'acide fourni par Karim. Le liquide grésilla, libérant une fumée âcre qui nous fit tousser comme des damnés. Mais le vrai twist, un enregistrement automatique se déclencha, voix de Madame Duval, si tu écoutes ceci, Alexandre, c'est que tu as gagné. Mais la victoire est pyrrhique. Le sérum coule dans ton sang depuis ta mort. Tu n'es plus humain, juste un écho. Panique. Mes veines brûlèrent, des visions assaillirent, ma mort, mon père, Élise. Était-ce la fin? Raoul, agonisant, sourit, libre. Enfin. Il mourut dans mes bras, parmi les ossements. Nous émergîmes à l'aube, couverts de poussière, le bunker effondré derrière nous. La presse parla d'un éboulement naturel, moi, de renaissance véritable. Pourtant, la tension persistait. Des symptômes apparurent, insomnie, flash de mémoire altérée. Étais-je condamné à revivre éternellement la trahison? Le printemps 2026 fleurit tard à Paris, comme si la ville elle-même hésitait à renaître après l'hiver des Duval. Les cerisiers du Luxembourg tardèrent à éclore, leurs pétales rose pâle contrastant avec les cicatrices que je portais, une entaille au cou de l'attaque de Raoul, et plus profond, le poison du sérum qui rampait dans mes artères comme une vigne sauvage. Madame Duval mourut en cellule un mois après l'effondrement du bunker officiellement, crise cardiaque, officieusement, suicide assisté par un codétenu que j'avais peut-être arrosé. Son avis de décès dans le Figaro fut bref, Isabelle Duval, 78 ans, veuve en affaires. Pas un mot sur les ombres qu'elle avait tissées. Laurent, son fantôme, pourrissait déjà en isolement, brisé par les confessions forcées. Moi?
Je vendis tout, le fonds, l'appartement, les costumes. Avec les procèdes, je fondai l'Institut Phénix, un centre de recherche antidrogue à la périphérie de Lyon, où les victimes comme mon père trouvaient refuge. Karim devint mon bras droit, codant des algorithmes pour traquer les cartels mondiaux. On est des justiciers maintenant, patron, plaisanta-t-il un jour, en grillant une clope sur le balcon surplombant la Saône. Mais la vengeance n'était pas close, elle mutait en quête. Les symptômes s'intensifièrent, nuantés par des visions d'Élise riant dans l'entrepôt, de mon père lisant Proust dans sa librairie condamnée. Des médecins de la Salpêtrière, soudoyés, confirmèrent, le sérum altérait mon ADN, me rendant hypersensible à une renaissance qui promettait l'immortalité, mais à prix de la santé mentale. Décision finale, la plus controversée, l'auto-expérimentation. J'injectai l'antidote, une formule déduite par Karim des restes du cristal dans une clinique privée des Alpes, près de Chamonix. Les neiges éternelles des Monts Blancs semblaient un décor approprié pour un tel pari, vivre ou périr, vraiment cette fois. Les heures post-injection furent un délire fiévreux, hallucination de Paris en feu, la Bastille tombant en flammes, Élise tendant la main depuis les décombres. « Reviens-moi » murmurait-elle. Je luttai, suant sur le lit d'hôpital, des 4 gouttant comme des larmes. Au matin, clairvoyant, j'étais guéri, ou du moins, stabilisé. Le sérum s'était neutralisé, me laissant un homme ordinaire fatigué, mais libre. Le twist ultime vint par courrier, d'un notaire du 8e, l'héritage de Raoul. Non pas de l'argent, mais des lettres celles volées par mon grand-père en 1944, preuves irréfutables des crimes nazis du cartel. Et une note, utilisée pour guérir la nation, pas pour venger l'homme. Je l'ai donnée au mémorial de la Shoah, déclenchant un scandale international, procès posthume, réparation pour les descendants. Paris, ville de mémoire, pleura et pardonna. L'épilogue se déroula un été doux, sur les quais de la Seine. Je marchais là où j'avais jeté le test ADN, un enfant à la main, pas le mien, mais celui d'une victime rescapée, que l'Institut avait sauvé d'un overdose. « Pourquoi tu fais ça, monsieur Alex » demanda-t-il, yeux curieux. « Parce que la vengeance finit où la vie recommence » répondis-je, jetant un galet dans l'eau tourbillonnante. La ville bruissait, klaxon des Vélib', rire des touristes au Louvre. J'étais vivant, vraiment. La trahison m'avait tué, la résurrection m'avait forgé. Et Paris, éternel, m'accueillait en fils prodigue.